Bonjour à tous, merci encore une fois à Finance Innovation de nous permettre de nous accueillir sur cette nouvelle table ronde consacrée justement à étudier les opportunités de la transformation de la fonction CISO à BISO. Et avec moi, pour nous entretenir sur le sujet, j'ai des représentants d'acteurs majeurs, en la personne de Gaëlle Denette, qui est donc CISO chez Crédit Agricole PFM. Également Stéphane Châtelain, qui est Sales Director France pour Trustfund, qui est acteur de la fraude. Et ensuite, j'ai avec moi aussi Monsieur François Luquet, qui est CISO adjoint chez Before Bank, la banque en ligne qu'on ne présente plus. Et enfin, Monsieur Wilfried Laubert, qui est CISO chez Amundi, gestionnaire d'actifs. Merci beaucoup. Donc on va rentrer effectivement, j'ai compris qu'on a pris beaucoup de retard, donc on va rentrer dans le vif du sujet. On traverse une ère d'accélération des services numériques et de forte innovation. Et au vu de cette transformation, la fonction CISO au cœur de ces enjeux croisés de protection de la clientèle, de croissance, de chaîne de la valeur, est appelée à jouer un rôle transformé, je dirais, devenant justement partenaire des métiers dans l'aide à la décision et dans la gestion des risques cyber propres aux métiers. Alors je ferai, avant de peut-être rentrer dans le vif, rappeler simplement la fonction CISO. On sait que traditionnellement, elle a été connue pour s'appuyer beaucoup sur comment la gestion technique de la sécurité des infrastructures. Et donc le gap qui est appelé à faire là, c'est vraiment devenir un partenaire principal du besoin métier, de l'écoute du besoin métier. Et sans plus tarder, j'aimerais m'adresser primaire aux dames. J'aimerais m'adresser donc à Gaëlle, pour savoir, je m'intéresse à votre vision justement sur un cas d'usage qui est celui par exemple de la croissance externe. Est-ce que vous pourriez nous dire justement comment le passage à la posture de CISO a permis de changer la donne? Quels a été, voilà, on va dire, les facteurs de succès et peut-être, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors effectivement, aujourd'hui, le métier CISO, responsable sécurité, système d'information, change beaucoup. Avant, on essayait de capter quand il y avait un nouveau serveur, après plutôt une nouvelle application ou un nouveau parcours client. Et maintenant, on en est plutôt à essayer de capter où sont les nouvelles relations avec des partenaires voire dans des opérations d'acquisition de sociétés. Et effectivement, il faut être présent auprès des dirigeants et auprès des métiers. À titre d'exemple, début 2024, à l'occasion de l'acquisition d'une société de la FinTech, à 15 jours de la signature d'un due deal, on m'a contacté pour vérifier la qualité du code. Alors, la qualité du code, c'est pas vraiment chez moi, mais moi j'ai dit pas de problème, mais on va pas faire que ça. Et donc on a pu très très rapidement aller voir la sécurité de l'entreprise. On a vérifié la qualité du code, mais aussi la sécurité. On a regardé rapidement, parce qu'on avait 15 jours et ils avaient autre chose à faire aussi, mais on a regardé les processus sécurité, habilitation, patch management, détection des incidents, correction des incidents. Et puis on a pu dire, bah oui, la base est saine, vous pouvez y aller et on va construire ensemble une roadmap sur plusieurs années, parce que comme le disait Franck sur la conf précédente, il faut les amener au niveau du Crédit Agricole, mais partant d'une petite entreprise, forcément, ils n'ont pas les mêmes processus. Et donc, cette roadmap est construite et elle est au contrat. Et puis, quelques mois plus tard, on ne m'a pas appelé pour la qualité du code, on m'a appelé dès le départ pour accompagner une opération. Et donc là, je pense que c'est typiquement ce genre d'évolution du métier qu'on souhaite. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais pouvoir
poser la même question à Wilfried. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi sur le sujet? Ça m'intéresse beaucoup de savoir quel a été, par exemple, les pièges à éviter concernant justement la participation du CISO dans une opération de croissance externe. Exactement. Donc, je dirais sur le. Alors, Amundi, pour ceux qui ne connaissent pas, on a un gestionnaire d'actifs. Et en fait, on a régulièrement, en fait, vous pouvez voir dans les médias, il y en a eu récemment, il y en a eu l'année dernière, en fait, des stratégies d'acquisition, de M&A, Merge and Acquisition, comme tu l'as très bien dit. Donc sur les 2 dernières, enfin pour les citer, donc il y a eu donc Exigo, c'est une société qui pour le coup fait de la distribution de fonds, qui a été rachetée pour je crois 150 millions d'euros. Et un petit peu avant, on avait racheté donc un gestionnaire d'actifs suisse qui pour le coup on avait racheté pour 350 millions d'euros. Donc si vous regardez finalement finalement les investissements réalisés par Amundi, donc 1,5 milliard sur l'année 2024 pour acheter une boîte de la tech et en fait un gestionnaire d'actifs, on peut voir que c'est un marché qui pour le coup est relativement clé pour la société. Là où finalement on voit qu'il y a une maturité qui peut être un petit peu différente, c'est que sur les deux coups, même sur les précédents, je dirais, on va avoir les équipes en charge du M&A qui pour le coup viennent de solliciter plutôt en amont, au moment en fait où les discussions s'engagent. Dans ce genre de cas, en fait, il y a toujours en fait un accord de confidentialité, très peu de gens dans la société qui sont au courant, et on voit qu'il y a cette conscience de la sensibilité du sujet, au sens où quand on est en train de discuter pour acheter une société, le sujet est confidentiel, et donc nous en fait, CISO, on en profite pour faire passer des messages en disant attention, protection de l'information, vous savez comment les classer. Donc finalement, nous on en profite aussi pour faire un petit peu de sensibilisation. Bon, ça c'est la cerise sur le gâteau. Et ensuite, donc, quand ils viennent nous voir, donc sur ces 2 rachats, donc quand c'est par exemple pour un gestionnaire d'actifs, au final, l'objectif, c'est d'intégrer leurs fonds dans nos fonds. Donc, je dirais, c'est plutôt un deal financier. Il n'y a pas vraiment de challenge technologique, je dirais. On va juste faire attention à ce que, en fait, en termes de partage de données, ça aille pas trop vite, qu'on n'ouvre pas les canaux trop vite. Donc, finalement, on va tenter de rationaliser ça. Mais finalement, l'évaluation, c'est plutôt, en fait, voir s'il n'y a pas un gros showstopper. Mais ce n'est pas la sécurité qui, pour le coup, va dire attention, il ne faut absolument pas y aller, parce que finalement, ça reste des fonds, ça reste de la finance. Donc finalement, nous, on va accompagner le mouvement plutôt que finalement l'orienter complètement. Ensuite, sur le rachat d'Axigo, donc c'est une société qui, pour le coup, avait développé un logiciel qui permettait donc de faire la distribution de fonds. C'est aussi une activité qui fait Amundi, parce qu'Amundi, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, on a 2 casquettes, on est gestionnaire d'actifs et on est aussi en fait un TIC, un service TIC, en fait, vous connaissez tous bien maintenant. Donc en fait, on vend une solution qui s'appelle Alto via Amundi Technologies. Et finalement, l'acquisition d'Axigo permettra à Alto, en fait, quand on aura fini de tout intégrer, de mieux finalement distribuer des fonds au travers de sa plateforme, à travers de son logiciel Alto. Donc au final, là, le challenge est complètement différent parce que les questions, c'est plus les mêmes en fait. Ça va être finalement, qu'est-ce qu'ils ont développé, comment ils l'ont développé, est-ce que le code il est sécurisé, est-ce qu'il y a des vulnérabilités, comment finalement on va réussir à intégrer, absorber, héberger en fait leur système. Donc finalement, les questions sont complètement différentes et là, on devient un acteur clé du sujet parce que finalement, racheter une solution qui, en fait, facialement a l'air sympathique pour les clients parce qu'elle tourne bien, mais qui derrière est complètement je ne vais pas dire verrouillé en fait, et pas efficace, a des vulnérabilités, pas bien géré, pas bien mise à jour, finalement, on fait prendre un risque à la société. Donc là, finalement, on voit que notre rôle vient vraiment en fait dans l'accompagnement de la croissance, où en fait, on a un réel devoir de vigilance et de conseil vis-à-vis de la direction. Et la direction s'attend, et c'est là finalement où je dirais le C du CISO en fait prend tout son sens en fait, où on est en fait en charge de la sécurité, s'attend à ce qu'en fait on donne un avis qui leur permette d'investir sereinement dans une orientation technologique dans ce cas-là, sachant que eux sont très loin des problématiques sécurité IT en fait. Donc c'est là finalement où nous on a vraiment un réel intérêt, une réelle valeur ajoutée pour le métier en termes d'accompagnement du métier. Merci beaucoup. Donc finalement, un CISO qui devient un partenaire business du métier, qui sort de sa fonction technique et qui use de pédagogie pour pouvoir justement faire penser au métier en amont, de solliciter vraiment dès l'opération son intervention pour accompagner le succès de cet objectif. Ma prochaine question s'adresse à Stéphane Châtelain. Et donc, justement, si on prenait l'exemple de l'onboarding client, est-ce que vous pouvez nous parler justement de la valeur de la posture CISO dans l'authentification ?
des utilisateurs. Tout à fait. Je vais juste apporter un petit correctif. On n'est pas un acteur de la fraude, hein, mais plutôt de la lutte contre la fraude. Non, c'est jamais comme il y a quand même une captation. Je me suis dit, on va essayer de corriger cet aspect. Non, je plaisante. Non, mais pas de souci. Oui, effectivement, sur l'onboarding ou l'acquisition client, l'évolution, on va dire, du CISO vers le Business Information Security Officer, donc cet aspect business, on le voit de plus en plus, nous, dans les aspects. J'ai pas mal de discussions où on voit déjà le CISO ou le BISO. Ce qui est important dans un premier temps, c'est qu'ils se mettent aussi, parce qu'on le vit tous les jours en tant que particulier, à la place du client final. Moi, je veux ouvrir un compte bancaire, je veux créer un compte quelque part. Et on a tous vécu des parcours de souscription en enfer où on demande 218 000 pièces de vérification, que ce soit d'identité, justificatif de domicile, en veux-tu, en voilà, et parce qu'on dit c'est la compliance, c'est la sécurité, c'est ceci, c'est cela. Et on se rend compte parfois, quand on a des discussions, où certains CISO me disaient, mais en fait, à des endroits, on demande des documents, je ne sais même pas pourquoi on les demande. Et donc, quand on se met à la place du client, quand le CISO se met à la place de l'utilisateur final et qui discute avec les équipes métiers, produits, et qui arrive vraiment à rentrer au niveau des équipes métiers, et donc de prendre, on va dire, cette casquette un peu business, il y a des vraies discussions qui se passent sur des parcours clients. Il y a des sociétés, alors on peut en penser ce qu'on veut, mais qui font ça très bien. Ce qu'on appelle le terme un peu de risk-based authentication ou ce genre de moment-là. Typiquement, prenons Amazon, on le voit très bien quand on se connecte depuis un ordinateur distant ou une IP distante, avec quelques éléments comme ça, donc le device n'est pas connu, l'IP n'est pas connu, ça envoie un email automatiquement ou un SMS dans certains cas pour dire attention, connexion distante depuis, si c'est pas vous, faites ceci, cela, ainsi de suite. Le risque, en fait, c'est l'approche de risque. Ok. Quelle est l'action de l'utilisateur? Est-ce que c'est une transaction à haut risque ou dans ce cas-là, effectivement, mon risque est important, donc je vais devoir sécuriser? Ou finalement, c'est juste pour l'instant un logging, il n'y a rien qui a été fait, donc je connais le device, je connais l'adresse IP, le logging il est correct, le logging password, a priori, je peux laisser avancer. Chez Trustful, typiquement, on est en train de travailler sur une nouvelle... pas une nouvelle techno, mais parce que je crois qu'il y a des sociétés qui font ça depuis un moment, mais on travaille beaucoup sur tout ce qui est keystroke dynamique. Donc l'enregistrement, en fait, de la manière dont l'utilisateur tape son mot de passe. On a fait des tests au bureau, c'est assez marrant, avec un super mot de passe très compliqué, password 1. On est tous passés devant le même ordinateur et on se rend compte, la vitesse de frappe, l'intensité sur le clavier, ce genre de choses, c'est plutôt quelque chose d'assez unique. Et bizarrement, pour ma part, ou que ce soit mes collègues aussi, on a une manière unique de taper ce super mot de passe password 1. Donc imaginons finalement un password plus compliqué ou un passe-phrase ou ce genre de choses. On va voir qu'effectivement, peu importe le device, l'utilisateur va toujours avoir un peu la même intensité de frappe sur le clavier ou quelque chose comme ça. Et donc c'est aussi une méthode d'authentification silencieuse. Et ça, effectivement, quand on a les équipes sécurité qui ont cette approche de risk-based avec des authentifications silencieuses, avec ce qu'on appelle aussi du device fingerprinting, ce genre d'éléments-là, qui est mis tout ça tous ensemble, on arrive à avoir des parcours sécurisés, compliant, et où effectivement le risque d'une usurpation d'identité, d'un account takeover reste assez faible. Et typiquement, quand je parle du keystroke dynamique, ça peut être utilisé lors de l'acquisition, donc de l'onboarding pour la première fois de l'utilisateur. Je garde cette empreinte, on n'aime pas trop le terme empreinte, mais cette façon dont l'utilisateur se connecte. Et s'il vient depuis une IP distante ou ce genre de choses, je peux lui demander de retaper son mot de passe, de ne pas accepter un mot de passe préenregistré, ce genre de choses, en fonction justement que ce soit une transaction un peu à risque ou pas. Merci beaucoup. Donc, ce que je comprends, c'est vraiment finalement une dualité entre la frugalité des mesures pour justement ne pas gêner l'opération de souscription et la gestion des risques, finalement, la bonne combinaison finalement. Et ma prochaine question s'adresse donc excusez-moi, c'est pas vu, à François Luquet du coup. Et je voulais savoir, dites-nous,
Sur le cas d'usage de la gestion des fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement, quelle a été votre pratique à succès concernant la transition BISO, justement? Alors, nous, un peu comme tout le monde, on a énormément de fournisseurs avec lesquels on travaille. Jusqu'à présent, la gestion du risque de sécurité avec les fournisseurs était c'était essentiellement la responsabilité des équipes CISO et des équipes sécurité. Ce qu'on voit, c'est que grâce à l'élan qu'on voit avec certaines réglementations, par exemple DORA, mais aussi via les guidelines de l'EBA, de plus en plus, les métiers se sentent et doivent être responsables du risque de sécurité du SI par rapport à leurs fournisseurs. Et donc, on est passé d'un mode où finalement ils découvraient un peu cet objet en se disant bah tiens, qu'est-ce que c'est que ce risque? Je comprends pas forcément les documents et les éléments de risque que me fournissent le fournisseur. Et donc là, nous, on a eu un travail d'accompagnement des métiers pour déjà les aider à analyser les pièces, comprendre les éléments qu'ils avaient à leur disposition. Alors, on n'a pas pu le faire sur tous au début parce que face à la masse de fournisseurs, bah en fait, on est quand même des équipes sécurité qui ne sont pas si fournies que ça. On s'est concentré d'abord sur les plus risqués et puis en fait, une fois que les métiers savent ce qu'ils doivent aller regarder dans les différents documents, bah en fait, petit à petit, ils gagnent en autonomie et voilà, ils sont après de plus en plus capables eux-mêmes d'aller analyser les choses. Maintenant, on voit que finalement, et c'est un peu l'aboutissement de ce qu'on a fait, il y a des comités avec les fournisseurs qui sont réalisés très régulièrement pour suivre finalement la qualité de la prestation. Est-ce que les SLA sont atteints ou pas? Est-ce que le niveau de service rendu est correct? Et maintenant, la sécurité est vue comme un élément de qualité comme un autre. Et donc, la sécurité est vue comme un élément du business. Et ça, c'est, je pense, vraiment notre... Là, s'il y a un truc dont on est assez content, en fait, c'est que les métiers commencent vraiment à intégrer ces problématiques-là et pas uniquement déléguer ça aux CISO comme si c'était pas leur sujet. Donc finalement, une intelligence émotionnelle aussi du BISO qui n'embrasse pas finalement tous les combats, mais les choisit bien finalement. Il choisit ses priorités par rapport aux enjeux de sécurisation de la chaîne d'approvisionnement. Je vais maintenant me tourner vers l'auditoire pour prendre des questions. J'avais peut-être un dernier petit point en fait, juste pour illustrer. Peut-être Gaël, tu pourras rebondir dessus après. Il y avait, donc on vient de parler là, du risque fournisseur, et comme je l'ai dit juste avant, il y a donc nous Amundi, il y a la partie donc Amundi Technologies, on est donc un fournisseur de services pour pour nos clients, je dirais. Et nos clients, c'est des clients qui pour le coup réalisent le même métier que nous. Donc c'est aussi des gestionnaires d'actifs en fait, des asset managers, comme on dit en anglais. Et au final, on se retrouve de l'autre côté de la barrière, au sens où on peut voir récemment, il y a deux évolutions. Moi, je suis de plus en plus amené, dans le cadre de mes fonctions, en fait, à rencontrer des clients financiers pour leur indiquer comment on fait bien de la sécurité, si je peux le dire comme ça. Donc, on ne va pas leur parler technique, mais on va leur démontrer finalement que sur l'ensemble des piliers, que ce soit la résilience, sécurité technique, etc., on a un certain nombre de process, d'outils technologiques qui, pour le coup, nous permettent de leur garantir que leurs fonds et leurs données sont bien protégés. Donc là, finalement, on se retrouve face aux clients, et moi, je trouve ça très intéressant, parce que finalement, on arrive à voir quelles sont les attentes du client via les questions qu'il nous pose. Et nous, après, en interne, on peut s'en servir pour adapter notre stratégie cyber. Donc ça, finalement, c'est le responsable sécurité se retrouve maintenant en frontal à son métier. Donc ça évolue. Et surtout, au métier des clients de sa société. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et là, on endosse une casquette de commercial, je dirais, commercial de la sécurité. Et pour la partie Amundi Technologies, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, je me retrouve de l'autre côté, au final, où c'est les clients à qui on a vendu donc, cette fabuleuse solution qui est Alto, qui me demandent, Wilfried, comment tu fais, enfin, comment vous faites, monsieur Laubert, enfin, Wilfried, comment tu fais pour sécuriser ça, mes données, les flux, et finalement, c'est très appréciable quelque part, parce qu'on se dit, on a, via Dora, justement, on a quand même une belle cartouche qui est que, en tant que société financière, on a mis en œuvre Dora et donc pour le coup, on peut indiquer à nos clients que
le framework, la réglementation est en place, et arriver à leur montrer qu'on a un certain niveau de maturité, de manière à ce qu'eux puissent être convaincus, rassurés sur ce qu'on peut faire. Donc pareil, là, en fait, on prend, je dirais, doublement en fait, une casquette de commercial de la sécurité, au sens où on va vendre de manière honnête et transparente, en fait. Quand je dis commercial, c'est pas que je veux tenter d'enrober le sujet, en fait. Mais en fait, on va proposer la sécurité comme étant un service et donc pouvoir faire du business avec nos métiers. Oui, effectivement. Enfin, dans ce que tu dis, il y a beaucoup acculturation du métier. Sur la relation prestataire, ça commence dès les appels d'offres, donc dès l'entrée en relation. Et nous, effectivement, on pose une liste de questions, pas très longue, mais juste pour pouvoir dire, si vous sélectionnez celui-ci, attention, vous n'allez pas y arriver au niveau sécurité. Et les autres, oui, ça va aller. Et on laisse le métier choisir. Et ça, je pense que c'est primordial parce que quelque part, on vient s'insérer dans leur processus. Et également, après, une fois qu'ils ont fait leur choix, on repose les mêmes questions, mais là, on attend plus de détails, on va challenger davantage, et puis surtout, le métier, comme ça, est quand même au courant de ce qu'on attend, sensibilisé, et notamment, par le passé, j'ai vraiment pu constater que bien souvent, il y avait des super plaquettes, le super fournisseur qui est génial en sécurité, mais on n'a pas souscrit le service. Voilà. Donc, il suffit de le souscrire. Des fois, c'est pas beaucoup plus cher, ou même c'est parfois compris dans le prix, mais il faut l'activer. Et finalement, c'est ce travail-là en amont de sensibilisation, d'acculturation, le fait d'être légèrement intégré comme ça dans leur apporter juste notre petite touche, qui fait qu'ils vont aller souscrire, ou alors ils vont se mettre dans le data center au bon endroit sur la bonne plaque géographique, et pas celle d'à côté où il va falloir aller dérouler 50 mesures de sécurité supplémentaires. Et pour moi, c'est vraiment ça l'accompagnement du métier, et le fait qu'après, parce que le CISO ne peut pas être partout, tout le temps, à tout moment, pour nous, en tout cas chez CAPFM, c'est vraiment le métier qui reste sur la relation avec son fournisseur. Et nous, on vient une fois par an, on va les voir, on s'insère dans un comité ou s'il y a besoin. Et la sécurité, finalement, c'est eux qui la suivent, les métiers, avec le fournisseur, et à les contractualiser avec un petit SLA sécurité. Je voulais rajouter un petit truc que je m'étais noté à pas oublier, parce qu'on a une belle audience aujourd'hui et qui est assez intéressant, ce point. Nous, chez Trustful, on utilise beaucoup aujourd'hui tout ce qui est données publiques, donc data open source et tout ça, qui est quelque chose qui est encore très peu utilisé, notamment en France. On le voit dans d'autres pays européens qui sont soumis aux mêmes règles, RGPD, que tout le monde. Mais c'est assez peu utilisé, et je pense sincèrement, et ce que je m'étais noté, où là le rôle de CISO, BISO va avoir une importance fondamentale, parce que, un peu comme on a vu avec l'open banking, qui s'est démocratisé pour partager de la donnée, pour sécuriser les parcours, et ainsi de suite, nous on estime, on suppose en tout cas, et d'ailleurs il y a des discussions au niveau de l'IBA, il y a l'ALPHA, l'agence de lutte contre la fraude à l'assurance, qui eux partagent des schémas de fraude. Nous on pense que potentiellement, très prochainement, il faudra avoir un peu des solutions de fraude data exchange pour justement partager des données de fraudeurs entre acteurs. Donc c'est assez compliqué au niveau RGPD, mais il y a beaucoup, comme je vois ça fait tiquer, mais je vois il y a beaucoup d'actions. Moi je travaillais avant chez Onfido pour les pièces d'identité. On avait pas mal d'acteurs de la crypto, donc quand on voyait un fraud ring arriver chez un, on l'avait chez l'autre, on les voyait. Et donc le partage de données aujourd'hui, c'est très compliqué au regard du RGPD, et c'est à encadrer. Mais justement, je pense que demain, d'avoir des solutions où on peut échanger ces données de fraude, il faudra que ce soit très encadré, et je pense que ce sera un des points où justement le BISO aura une importance énorme de qu'est-ce que je fais de cette donnée, comment je la contrôle, qui a accès à quoi, pour protéger les utilisateurs légitimes, que leurs données ne soient pas partout, mais qu'en même temps, comme on voit que les fraudeurs se sont organisés, ce que disait d'ailleurs Finovox juste avant, sur Telegram, ce genre de choses, on voit qu'ils partagent des schémas de fraude, ils partagent comment frauder chez tel acteur 1, acteur 2, acteur 3. Donc, on va dire la contre-mesure de ça, ce serait de l'autre côté de partager des données de fraude, d'avoir un consortium. Et là, clairement, le rôle de BISO demain
sera un rôle clé pour justement encadrer, que ce soit conforme, compliant, en utilisant des données open source. Petite pièce comme ça, on dit oui, attention aux données personnelles. Quand on voit toutes les fuites de données qu'il y a eu en 2024, une donnée personnelle qui n'est pas publique aujourd'hui, ça reste assez rare. Voilà. Merci beaucoup. Je vois des mains se lever. Oui, prendre des questions. Je voulais à la fois poser une question et en même temps rebondir sur ce que vous venez de dire. Le partage des données, ça existe déjà aujourd'hui. L'ALPHA est déjà très impliqué dans ce domaine-là. Et c'est en effet un levier supplémentaire pour aller mieux détecter la fraude. Moi, j'avais une question, c'était sur justement la CPR vient hier aussi de diffuser un communiqué pour renforcer la cybersécurité dans le secteur de l'assurance. Est-ce que vous vous appuyez sur la partie réglementaire pour justement décrocher des budgets pour avoir davantage d'impact sur le business? Alors, la partie réglementaire est un levier. On a fait de l'EBA, du DORA, du GDPR. Clairement, c'est un levier. On ne va pas se mentir, ça embête un peu tout le monde, hein, mais c'est ce qui permet d'avoir une écoute forcément un peu obligée parfois, et puis après une écoute plus motivée si on travaille bien avec les métiers. Mais la partie réglementaire nous permet parfois de lancer des sujets. On a parlé de résilience opérationnelle numérique dans la conf précédente. C'est vrai que là, on va plus loin avec DORA, et sans DORA, on a été déjà pas mal, hein. Mais il y a des aspects qu'on n'a pas, qu'il est difficile d'atteindre sur toutes les entreprises ou sur tous les partenaires. On parlait aussi d'outillage par rapport à la masse de prestataires. Effectivement, on a une approche par les risques, mais c'est la réglementation qui va nous obliger d'aller voir jusqu'au bout. Et donc, oui, en tout cas, chez CAPFM, c'est un vrai levier. Oui, puis je dirais, je crois qu'il y a une table ronde sur DORA après. Mais en fait, je dirais la réglementation, ça va permettre d'imposer un certain nombre de choses qui pouvaient être des bonnes pratiques dans un grand nombre de sociétés. Et au final, si je prends on parlait de cas concrets, en fait, hein, si je prends l'exemple d'Amundi, donc nous, DORA, pour le coup, le texte, ça fait longtemps qu'on le voit arriver, on l'avait préparé, on l'avait anticipé. Mais il y a quand même, et on parle de la connexion avec le métier, à partir du moment où ce n'est plus finalement juste une bonne pratique que la sécurité a réussi à pousser en interne, mais que finalement on voit que la réglementation finalement l'impose, le métier va y être, va être forcément sensibilisé par cette nouvelle réglementation et donc va adhérer plus facilement. Il va se dire, et finalement ça permet de conforter, d'appuyer notre message et de nous légitimer dans l'organisation, parce que si finalement c'était un sujet que vous aviez déjà lancé, si vous avez eu la chance de le lancer un petit peu avant, et que le métier voit que la réglementation vient appuyer ce que les équipes sécurité en fait poussaient depuis quelque temps, finalement ça vous légitime, et donc la fois d'après quand vous irez les voir, en avance de la réglementation ou parce que finalement vous avez une très bonne idée à pousser, je dirais vous aurez cette écoute qui finalement vous donnera de la légitimité au sein de l'organisation. Donc je pense que la réglementation c'est clé, oui c'est ennuyeux, faut surtout pas, moi j'ai pu participer à des groupes de travail dans lesquels je voyais que il y avait une sorte de frein à... En fait, certains vont en avoir assez de trop de réglementation qui, pour le coup, vont figer un certain nombre de secteurs, limiter l'innovation potentiellement. Donc c'est vrai que ça peut être embêtant. Néanmoins, je dirais à partir du moment où une autorité a décidé d'avancer sur une réglementation, vaut mieux tenter d'accompagner le mouvement, comme on le fait avec notre métier, en fait, accompagner la réglementation quand elle est en train d'être écrite, plutôt que finalement se dire, je laisse de côté, j'essaie d'avancer vite, mais on est toujours attrapé par la patrouille. Donc ça sert à rien. Je dirais autant accompagner de la même manière les changements réglementaires et participer, être inclus dans des associations, des discussions, donner notre point de vue, partager en fait comme on le fait là. Moi je pense que c'est vraiment très important aussi d'être un membre actif de l'évolution de ces réglementations, au-delà de justement être le bâton, celui qui va la faire appliquer. Par rapport à ça, hein, donc oui, évidemment la réglementation c'est un levier. Après la réglementation en elle-même finalement se suffit rarement à elle-même, puisque finalement on voit que
les réglementations se multiplient, donc il peut y avoir une certaine fatigue et, comme disait Wilfried, une certaine résistance finalement à la mise en œuvre de ces réglementations. Donc ça veut dire que c'est nous, notre rôle en tant que CISO-BISO, c'est d'aller expliquer les réglementations, s'appuyer sur les différentes fonctions des banques comme les risques, l'inspection, l'audit, le métier, la direction générale, pour aussi après aller convaincre, expliquer et faire en sorte que le métier puisse effectivement se lancer dans les mises en conformité et dans l'augmentation du niveau de sécurité globale qui est demandé. Non, mais complètement, comme vous l'avez bien rappelé, aujourd'hui, avec les évolutions réglementaires, en fait, on ne découvre rien dans le monde de la banque, finance, assurance, puisqu'on a eu, s'agissant du secteur assurantiel, le PUPA via l'arrêté de novembre 2014. Et puis, les réglementations aussi suivent l'innovation technologique, en intégrant donc les dimensions cloud, en intégrant aussi maintenant les dimensions intelligence artificielle. Donc, c'est aussi... je veux dire, c'est aussi nourricier en termes de business pour assurer les partenaires. Oui, puis je pense qu'il peut être intéressant, il y a un petit débat en fait actuellement au niveau de la place européenne versus les États-Unis. Alors on a parlé de Trump en fait. Je dirais, il faut qu'on arrive à rester, faut qu'on garde en fait cette capacité à innover et finalement arriver à pousser des choses qui, pour le coup, vu que c'est des choses qui vont se chercher, je dirais, les limites et les règles ne sont pas encore très claires. Donc voilà, il faut laisser cette capacité à innover, pas forcément passer trop de temps, tout le temps en fait, à réglementer et puis tenter de contrôler avant finalement d'avancer. Donc je pense qu'il faut arriver à trouver le juste équilibre en fait, pas tout lâcher, mais arriver à trouver un juste équilibre entre les deux. Moi je pense que c'est important. Et justement dans ces différentes évolutions, pareil en fait, faut accompagner les mouvements, faut arriver à proposer, parce que finalement c'est comme ça qu'on arrivera à tous avancer ensemble. Sinon au final on va se retrouver en fait toujours en fait avec un train de retard. Et l'innovation, c'est ça qui pour le coup intéresse le business, parce que c'est via là qu'ils vont réussir à trouver de nouveaux services, moyen de proposer des nouveaux produits à leurs clients, proposer de nouvelles plateformes digitales. Et on peut voir par exemple maintenant on parle régulièrement de pilot régime. Finalement on va arriver à pousser des sujets sur lesquels on se dit on n'est pas encore clair sur les règles et limites à imposer parce que finalement le sujet n'est pas encore très clair, mais au final on met en place des pilot régimes dans lesquels en fait sur des périmètres je dirais suffisamment cadrés pour que même s'il y avait un problème, il n'y ait pas de gros impacts, les gens puissent continuer à avancer, à innover. C'est vers ça je pense qu'il faut avancer, en fait, mettre en place des pilot régimes avant de écrire la réglementation. Merci beaucoup. Maintenant, on arrive à la fin de cette table ronde. Je propose que Gaëlle prenne le mot de la fin, finalement. Qu'est-ce qu'on peut conclure? On a dit tellement de choses. Le métier CISO est un métier en pleine évolution, je dirais, qui correspond à l'évolution du contexte réglementaire, contexte d'évolution technologique, d'ouverture des systèmes d'information, révolution technologique avec l'intelligence artificielle. On est sans arrêt en train de s'adapter et finalement on s'est ouvert et il faut s'ouvrir sur tous ces partenaires externes, sur tous ces échanges de données parce que c'est ce qui fait le business. On reste une fonction support, on n'est pas le cœur du business sauf si on est une entreprise qui fait des solutions de sécurité, mais en tout cas la banque c'est pas le cœur du business. Et donc il faut rester, je pense malgré tout, sur à la fois on se transforme mais on reste sur une approche classique par les risques. De qu'est-ce qu'il est important, primordial de faire, qu'est-ce qui peut être fait plus tard et qu'est-ce qu'on peut avoir en surveillance plutôt que de verrouiller, quoi. Donc je pense qu'on est à la fois sur un métier qui a des bases, qui reste classique et qui évolue. Merci beaucoup. Merci à tous.